Bonjour Julien Tarteglia. Bonjour Monsieur Lurad. Vous êtes professeur de marketing et de publicité à la Haute École de Gestion Arc à Neuchâtel en Suisse. Vous êtes un spécialiste des mécanismes d'influence publicitaire avec une particularité, c'est que vous intégrez les neurosciences et les sciences cognitives à vos travaux. Alors votre dernier ouvrage c'est Génération Pub aux éditions de Book. Dans ce livre vous expliquez que plus jeune l'on devient client d'une marque et plus on a de chances de le rester. C'est pour ça que les marques, le marketing plus généralement, développent des techniques pour s'adresser aux plus jeunes. Alors première question, quelles sont ces techniques ? Alors les techniques ont vraiment évolué ces dernières années. Le but clairement c'est de rentrer dans une espèce de relation copain-copain très rapidement avec l'enfant, c'est-à-dire donc d'être donc dans ce pan de la communication plutôt clandestine. Ça veut dire une forme de publicité qui ne vous affiche pas clairement que c'est de la publicité, mais pourtant ça reste une démarche publicitaire avant tout, et dans laquelle finalement l'enfant va apprendre à connaître la marque. Sans s'en rendre compte. Sans s'en rendre compte forcément, parce que ça peut être dans un cadre ludique aussi. Et là, on pourra prendre quelques exemples entre la France et la Suisse. Alors je vous écoute, donnez-nous des exemples de ces publicités clandestines. Alors un exemple pour le géant de la distribution suisse, par exemple Migros, qui il y a quelques temps a lancé une opération qui s'appelle les Minimania. Les Minimania, ce sont des produits donc, extrêmement petits, miniatures, on va dire, de tout ce qu'on peut trouver dans une Migros, et bien sûr estampillé avec le logo donc, de la marque Migros. Derrière tout ça, ce qui est intéressant, c'est que on vend aussi les petits caddies à Migros, on vend les caisses Migros pour que les enfants jouent à l'épicier, au caissier. Et donc aux consommateurs. Et en consommateur, finalement, ils jouent au consommateur avec les produits Migros, et ça depuis le plus jeune âge. Et dans un contexte où finalement l'attention liée à la marque est relativement faible. Et le traitement de l'information, dans ce cas-là, il est tout autre, bien évidemment, par rapport à un message traditionnel qu'on va pouvoir trouver à la télé. Tout simplement. Alors ça c'est intéressant parce qu'on est aujourd'hui à l'ère du consommateur surinformé et on imagine que les mécanismes de défense sont plus développés qu'auparavant face au discours publicitaire des marques. Donc comment est-ce que les marques s'adaptent finalement? La publicité clandestine, c'est un des moyens. Oui, alors absolument, c'est un des moyens parce que, comme je le dis dans Génération Pub, l'enfant aujourd'hui, consommateur, et puis l'enfant et l'ado consommateur sont vraiment des êtres extrêmement qui ont un rapport décomplexé avec les marques. Si vous voulez, ils ont intégré un certain nombre de choses, notamment sur les intentions persuasives des marques, relativement très tôt. On situe ça donc à 7-8 ans donc dans la littérature marketing sur le degré de compréhension lié à l'intention de vous vendre quelque chose ou un produit. Et effectivement, derrière ces intentions-là, il y a aussi la panoplie que les marketeurs des différentes marques peuvent utiliser pour vous séduire, pour vous vendre des produits qui sont clairement identifiés. Et là où la publicité clandestine embraye le pas sur quelque chose de plus intéressant, c'est qu'effectivement, on est sur des modes de publicité où le but premier n'est pas la marque. Le but premier est peut-être de vous faire passer un bon moment. Ce bon moment, c'est grâce à la marque en question que vous le passez. Là, tout à fait, tout à l'heure, on a parlé de la marque Migros avec le fait de jouer au consommateur. On est là-dedans, on est dans un contexte ludique. L'enfant ne pense absolument pas à la marque qui essaye de lui vendre absolument le nom de la marque, son univers de marque, ses produits et ainsi de suite. Elle est plus dans une réflexion vraiment de je joue dans l'instantané. Puis à côté, la marque en toile de fond, elle est là. Je veux dire, je fais des échanges, je vois des logos Migros, et je vois leurs produits, marque distributeur bien sûr, et ainsi de suite. Une autre caractéristique de l'époque, c'est qu'on est aujourd'hui dans l'économie de l'attention, du déluge informationnel, de l'infobésité. Comment les marques font-elles pour sortir du lot? Est-ce que finalement, la meilleure technique ne reste pas le matraquage? Alors je vais vous donner quelques chiffres qui seront intéressants peut-être par rapport à ça. Dans la recherche en neurosciences, neuromarketing de 2011 à 2012, on a dénombré à peu près 10 000 contacts publicitaires du matin jusqu'au soir. Ça veut 10 000 dire... contacts publicitaires par jour. Alors voilà, 10 000 contacts publicitaires par jour, c'est énorme.
On ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte, effectivement, mais c'est par contact publicitaire, on n'entend pas seulement le message télévisuel, l'affiche qu'on rencontre dans la rue ou alors dans les transports publics. On parle vraiment de, typiquement, s'il y avait une bouteille d'Évian ici pendant qu'on est en train d'en parler. Les éditions de Book. Les éditions de Book. Vous voyez quelqu'un qui traverse la rue avec un sac d'une marque très connue, et ainsi de suite. Donc ce sont tous ces contacts-là qui assurent finalement aux marques une omniprésence dans l'esprit de ces consommateurs. Plus la marque est omniprésente, plus il y a ces fameux effets de répétition dont vous parlez dans votre question et vous suggérez en tout cas, c'est qu'effectivement oui, dans les recherches en sciences cognitives, il y a les preuves scientifiques qu'il y a un effet de simple exposition. Plus je vous expose à un stimulus, donc là c'est le logo d'une marque, le packaging d'un produit et ainsi de suite, plus il y a une espèce donc, de familiarité qui va se créer par rapport à cette marque, à ce produit. Cette familiarité qui, au fur et à mesure des expositions, va créer des préférences pour la marque. Et ces préférences se font en l'absence du souvenir du contexte publicitaire passé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, là, on apporte de nouvelles connaissances avec les neurosciences et les sciences cognitives, c'est de démontrer un petit peu qu'on va au-delà du discours de l'individu. On va dans des choses auxquelles on n'a absolument pas conscience et qui pourtant ont un impact à notre insu. Et tout cela, on le voit via les neurosciences et via les sciences cognitives. Donc on imagine que finalement le travail des publicitaires est remis en cause. Alors, remis en cause, je dirais pas, mais c'est… Enfin, ils doivent le prendre en compte, ils doivent prendre en compte ces enseignements. Alors oui, théoriquement… ce qui n'est pas toujours fait. Pratiquement, j'aurais envie de dire, pas théoriquement. On aurait plutôt tendance à conseiller aux publicitaires pour être efficace dans le fait de toucher son public et bien sûr d'atteindre l'objectif marketing qui a été assigné. Eh bien de faire attention à toutes ces recherches et toutes ces avancées sur les neurosciences et les sciences cognitives. Or, aujourd'hui, c'est clair que faut pas oublier que derrière une idée créative, vous avez un publicitaire, vous avez un trip narcissique aussi, où vous vendez finalement donc, vos idées. Puis vos idées ne sont pas forcément toujours les meilleures. Et pour atteindre tout simplement l'objectif et pour toucher votre public. Donc là, ce qui est intéressant dans les neurosciences, c'est que, et vraiment dans l'apport de ces méthodologies, c'est que ça vous permet de comprendre qu'est-ce qui dans un message peut générer de l'attention, qu'est-ce qui dans un message va générer un pic émotionnel positif. Et ça, quand on est créatif en publicité, c'est extrêmement intéressant comme type d'information parce que ça vous aiguille dans le process de création. Et aujourd'hui, ces enseignements, ils ne sont pas pris en compte dans le travail des publicitaires? Pas assez? Alors, je ne connais pas assez, je veux dire, parce que je connais bien sûr, je travaille avec pas mal de publicitaires, mais je ne connais pas tous les publicitaires. Mais dans la plupart des publicitaires qui sont dans mon réseau, ça reste toujours quelque chose qui est encore à une étape un petit peu de type théorique et pas encore trop mis en pratique. Et je pense que ça va venir. Je pense qu'il y aura peut-être besoin d'un laps de temps pour que ça puisse être pris en compte dans le process de création. Mais c'est vrai que le problème, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, c'est que finalement, votre idée peut être contrée un peu quelque part par la démonstration de l'inefficacité de votre idée. Je voudrais que l'on conclue, Julien Tartaglia, avec une question très simple. Comment est-ce que vous imaginez la publicité dans les toutes prochaines années? Comment est-ce qu'elle va évoluer, pardonnez-moi? Quel futur envisagez-vous pour la publicité et les techniques publicitaires? Alors la publicité, justement, ne vous dira pas que c'est de la publicité. De moins en moins. Voilà, absolument. On va plus. Aujourd'hui, il y a vraiment un phénomène qui prend beaucoup d'ampleur. C'est les happenings, par exemple, dans les rues qui sont filmées, qu'on retrouve après sur les réseaux sociaux, qui sont partagés et où le consommateur, lui, a le choix de s'impliquer ou pas dans la relation avec la marque. Et la publicité de demain, ce sera une publicité qui, elle, va laisser la possibilité au consommateur de s'impliquer dans cette relation. Et c'est là où c'est intéressant parce que, bien sûr, il y a le mode publicitaire où je peux vous matraquer par effet de répétition et je peux arriver à
à imprégner votre esprit de consommateur, mais il y a aussi la subtilité quand on est plus sur l'objectif de notoriété d'une marque, on est sur un objectif plutôt d'image, d'univers de marque à défendre, de positionnement, des choses comme ça. Là, vous pouvez après effectivement partir un petit peu sur des démarches de communication qui sont plus subtiles et qui agissent sur des points de contact qui ne sont pas forcément les traditionnels mass médias, mais justement, on parlait d'happening filmé, d'idées de buzz ou autres, qui sont reprises après par les consommateurs, qui se partagent ça. Et là, la parole après est au consommateur. Et je pense que là, c'est l'avenir effectivement de la publicité. C'est une publicité où le consommateur a le choix ou non de s'impliquer. Eh bien, Julien Tartaglia, merci pour ce décryptage des techniques publicitaires. Je rappelle la publication de Génération Pub aux éditions de Book. Merci d'être venu sur Xerfi Canal. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Lurad.